Quatrième cours de politique linguistique. Donc, on va revenir aujourd'hui sur des choses plus théoriques, en fait, pas par l'entrée géographique, comme on a commencé à le faire à la dernière séquence avec le Brésil, hein. Donc, on va explorer plusieurs pays comme ça et on va alterner, évidemment, avec des questions théoriques et avec les questions que soulève le Conseil de l'Europe, par exemple. Donc on va revenir en fait là aux travaux du Conseil de l'Europe, à la division des de la division des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe. Donc entre autres le guide évidemment. Et on va écouter aujourd'hui deux choses. Alors on va revenir un peu du point de vue historique sur la liaison, en fait le lien entre le lien très très fort entre les textes qui définissent les modalités d'enseignement du français ou des langues en général, et les questions de politique linguistique. Donc pour ça, on va écouter Daniel Coste, une petite intervention de Daniel Coste. Donc Daniel Coste qui est une professeure émérite à l'université voilà, à l'université à Paris, qui a été en poste à l'École normale supérieure de Fontenay et directeur du CREDIF, donc le centre de recherche et d'études pour la diffusion du français, qui a joué un rôle très important en fait dans les travaux autour de tout ce qui a été la constitution du champ du français langue étrangère. Donc tout ça nous intéresse au premier plan parce qu'évidemment on va revoir en fait à travers les différents textes qui ont structuré les méthodes et les approches autour du FLE. Donc quels sont les rapports entre des décisions politiques et de l'enseignement des langues. Et on va voir qu'ils sont très très forts en fait. Donc ensuite on écoutera une autre personne qui travaille à la division des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe, qui est Johanna Pontier, et donc qui va nous expliquer en fait toute une série de choses en fait sur la charte européenne des langues, sur les travaux du bureau, enfin de la division des politiques linguistiques. Donc tout ça va nous permettre petit à petit en fait d'avoir une image un peu plus complète des liens entre textes juridiques ou textes ou recommandations de gouvernement ou d'instances supra-étatiques et l'enseignement des langues en général. Vous verrez que tout ça est vraiment, enfin c'est vraiment passionnant parce que c'est vrai qu'on voit ainsi comment se constituent en fait les systèmes d'enseignement des langues et comment ils sont fortement liés à des projets politiques qui soient un projet de décolonisation comme par exemple avec le français fondamental, ce que va nous expliquer avec un peu de détail Daniel Coste, ou qu'ils soient liés à la construction en fait d'un ensemble d'États avec des langues communes et avec un discours sur le plurilinguisme et le multilinguisme. Donc ça, c'est le cas de l'Europe. Bon, comme je le dis toujours, évidemment, on a vu récemment, comme je dis toujours depuis le Brexit en tout cas, on a vu récemment la sortie du Royaume-Uni du Brexit. Il pourrait y avoir d'autres éléments qui vont fragiliser l'Europe. Je ne sais pas encore comment. Il est encore difficile de dire comment ça va se passer. On voit bien aussi que finalement ce bloc européen qui est constitué une espèce d'entité géographique, économique, qui avait un intérêt évidemment pour ses habitants dans enfin, une avancée vers la démocratie. Je veux dire, donc cette idée en fait. Vous voyez bien que l'Europe a été un moteur en fait pour pas mal de pays qui étaient économiquement moins solides que l'Allemagne ou la France par exemple, pour se doter d'infrastructures, pour harmoniser leurs lois, pour faire monter le niveau de vie en général à l'intérieur des différents pays. Mais en même temps, évidemment, sur le plan politique, l'Europe peut être un rival pour d'autres grandes puissances aux alentours, parce que c'est un peu pour ça que l'Europe s'était constituée, en fait, pour faire jeu égal avec les États-Unis, la Chine, peut-être l'ASEAN dans quelques temps, enfin je veux dire, même l'ASEAN, la puissance actuelle de l'ASEAN, donc des 10 États d'Asie du Sud-Est, ne doit pas être très très loin de concurrencer l'Europe, enfin en tout cas de constituer un autre pôle assez puissant.
Évidemment, on voit bien qu'à travers tout ça, bon, il y a des enjeux culturels, des enjeux économiques importants, des enjeux géopolitiques énormes, évidemment, et aussi des changements culturels à la clé, hein, évidemment, donc on vient de le dire. Donc l'idée de l'Europe, c'est d'aller avec une certaine démocratie, les droits de l'homme, la déclaration oui, des droits de l'homme et du citoyen. Enfin, vous voyez qu'il y a toute une série de choses qui se passent autour de tout ça, qui ne sont pas forcément dans les préoccupations d'autres grandes puissances. Donc tout ça peut changer. En même temps, on me dira, vous me répondrez peut-être que évidemment l'Europe, en dehors de ses frontières, n'est pas toujours un modèle. Je veux dire, quand on voit par exemple la politique par rapport à l'immigration venant de l'extérieur de l'Europe, on voit bien que l'Europe, malgré ses grands principes, ne se comporte pas toujours comme une sainte. Hein, c'est parfaitement clair. Donc on va parler de toutes ces questions, enfin du moins en tout cas des questions qui nous concernent nous directement, c'est-à-dire les questions en lien entre linguistique, éducation et politique, à travers ces deux discours, donc ces deux petits extraits de Daniel Coste et de Johanna Pontier, puis je reviendrai évidemment pour commenter la suite. Donc on écoute en premier Daniel Coste, hein, donc, qui va répondre à la question en fait, de qu'est-ce qui a structuré, qu'est-ce qui a influencé en fait, les différentes évolutions de la didactique du FLE. Vaste question, hein. Je crois que on pourrait commencer par dire que ça varie dans le temps. Hein. Si on prend sur une cinquantaine d'années, il est probable que le démarrage est essentiellement dû à une décision politique. Par exemple, dans les années 50, l'élaboration de ce qu'on a appelé le français fondamental était très nettement liée à une volonté de préparer la décolonisation, disons. De même, au moment du retour aux affaires du général de Gaulle, il y a eu une relance après 58 avec des plans quadriennaux de quelque chose qui était véritablement une action volontariste des pouvoirs publics qui a accompagné la création par exemple de centres spécialisés comme le BELC, le CREDIF, qui a sans doute suscité aussi une relance du CIEP, mais qui était quelque chose qui était de volonté politique. On a eu très vite ensuite une dimension économique, c'est-à-dire que français langue étrangère devenant un enjeu de diffusion de manuels, de méthodes à l'étranger, il y a eu une impulsion qui était aussi une impulsion économique qui a contribué sans doute à la constitution du domaine. Troisième temps, je crois, alors vers les années 70-80, on a assisté aussi à quelque chose qui était la constitution du champ en tant que tel, avec des revues spécialisées, avec des associations, donc tout un ensemble de phénomènes qui commençaient à autonomiser en quelque sorte la didactique du français langue étrangère. Et la dernière étape, ou presque, c'est celle où il y a une installation universitaire de la didactique avec des recherches, des doctorats, des postes universitaires et d'une certaine manière une autonomisation de plus en plus grande par rapport aux politiques. Renforcer cette autonomisation par le fait que du côté du politique, on n'a pas toujours eu la même impulsion, disons, vers le français langue étrangère s'agissant de la diffusion à l'étranger. Réduction des moyens des ministères, perte de vitesse du français à l'étranger, tout cela fait que des forces, disons, constituant la didactique, qui étaient simultanément à l'œuvre dans les premières années, enfin dans les années 60, se sont peu à peu, je ne dirais pas écartées les unes des autres, mais quelque peu autonomisées les unes par rapport aux autres. Et on est aujourd'hui dans un espace où la mondialisation, la relance de coopération internationale, de l'action d'organisation internationale, fait que la didactique entre dans une phase nouvelle, avec aussi toutes les interrogations sur le plurilinguisme, sur le français entre les langues, parmi les langues, et tout ça correspond sans doute à une nouvelle phase, à un nouveau départ, mais il est peut-être un petit peu trop tôt pour véritablement le caractériser. Donc un point de vue intéressant et toujours très pertinent en fait sur la manière dont s'est constitué le domaine du FLE et comment ça a évolué en fait dans le temps. Donc vous voyez, il y a une cinquantaine d'années, en fait même un peu plus maintenant, en fait, puisque le français fondamental c'est dans les années 50, dans la fin des années 50.
Donc cette préparation aux décolonisations en fait. Ça va dans le même mouvement en fait que la création de l'idée de francophonie. Hein, vous voyez qu'en fait on a eu cette création de l'Organisation internationale de la francophonie et l'idée de francophonie au départ portée par des chefs d'État francophones étrangers en fait. Et de l'autre côté en France la constitution de moyens pour enseigner le français parce qu'on s'est dit bon voilà on va devoir enseigner le français en fait à toute une série de gens qui ne sont pas forcément de langue maternelle française, qui sont les populations des anciennes colonies qui souhaitent rester francophones. Donc vous vous rappelez de l'histoire enfin on en parlera aussi certainement assez longuement, parce que ça c'est une partie intéressante aussi du domaine, de la création de l'OIF et de ses différents bras. Hein. On a beaucoup utilisé dans les autres cours TV5 Monde par exemple, qui est un des bras de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. Et aussi, on parlera évidemment de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, donc qui organise des échanges entre différentes universités francophones du monde et pour lesquelles j'ai travaillé au bureau Asie-Pacifique. Voilà, donc c'est une des questions très intéressantes de voir comment finalement on essaye de conserver en fait une influence dans le monde à travers donc l'idée de francophonie et à travers la poursuite en fait de la francophonie dans différents pays et tout cela appuyé en fait par l'État et se changeant un peu au fur et à mesure d'orientation. Bon, ici Daniel nous dit effectivement les choses vont changer dans la mesure où le français langue étrangère et la didactique du FLE puis la didactique des langues, bon, les deux étant intimement liés, hein, vous savez qu'ici à Paris 8 on était avant dans une maîtrise français langue étrangère, maintenant on est dans un master de didactique des langues, en fait, donc on s'est élargi, en fait on a élargi le champ de nos recherches. Mais ce champ-là, le champ de la didactique des langues étrangères et de la didactique du français langue étrangère, il s'est constitué dans les années 70-80 et donc on voit bien qu'on a eu besoin de former toute une série de professeurs en fait qui enseigneraient le français soit à l'étranger, soit en France aux populations migrantes, aux populations qui veulent s'intégrer en France. Donc c'est très intéressant de voir ce mouvement-là en fait. Vous voyez que l'État d'un côté se désengage petit à petit, c'est-à-dire dans la partie diplomatique en fait. Bon, ça je l'ai vu tout au long de ma carrière malheureusement. Quand je suis arrivé en poste en Mauritanie, bon, j'ai travaillé dans le dernier centre en fait qu'on a construit, on a même construit les murs, hein, je veux dire, de ce centre de renforcement de l'enseignement des langues sur des crédits coopération française. Maintenant, la France ne construit plus nulle part de centre pour l'enseignement du français. Bon, je veux dire, éventuellement, elle envoie des coopérants ou des volontaires internationaux, plutôt des volontaires internationaux maintenant, parce qu'évidemment, ça coûte moins cher. Mais on s'est quand même beaucoup désengagé, en fait, de la diffusion du français et de la coopération en général. Quand j'étais petit en Côte d'Ivoire, donc dans les années 70, on avait encore des tonnes, si j'ose m'exprimer ainsi, de coopérants francophones qui nous faisaient des cours d'histoire géo, de français, de maths, d'anglais. Quand j'étais au collège d'orientation de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, et on avait encore plein de professeurs français. Ce n'est plus du tout le cas maintenant, des profs de français payés par la France. Ce n'est plus du tout le cas maintenant. Si vous allez dans un lycée français à l'étranger, vous allez trouver quelques professeurs payés avec des salaires d'expatriés, quelques professeurs payés avec des salaires, des contrats de droit local et une indemnité de résidence, et quelques professeurs recrutés complètement localement en fait. Donc vous aurez trois catégories de personnel, qui font le même travail, hein, mais trois catégories de personnel différentes. Donc on voit bien que économiquement, et c'est pas en train de s'arranger malheureusement, puisque bon, là, quand j'étais à San Francisco, en fait, donc on a encore eu des instructions pour diminuer les crédits jusqu'en 2022, une instruction qui s'appelle AP 2022, les objectifs budgétaires pour 2022, donc on doit encore couper de 10% le nombre de postes à l'étranger.
Donc ça c'est le gouvernement du côté ministère des Affaires étrangères et c'est un peu désengagé de ces questions d'enseignement du français langue étrangère. Pendant le même temps, en France se constituait en fait le champ de la didactique du FLE, avec ce que vous connaissez maintenant, donc des doctorants, des enseignants, toute une série de, voilà, tout un dispositif en fait qui forme des quantités de gens comme vous. Donc on a vu aussi évidemment dans le même temps, en fait, évidemment comme les débouchés pour des Français dans le domaine de l'enseignement du FLE se sont réduits, on a vu arriver de plus en plus d'étudiants étrangers qui pensent enseigner le français, qui vont enseigner le français dans leur pays d'origine. Voilà, donc vous voyez cette évolution-là est très intéressante. Après, donc on a eu évidemment alors il y a eu toutes les institutions dont parle Daniel, donc le BELC, le CREDIF, dont il a été directeur, et le CIEP. Donc le CIEP, Centre international d'études pédagogiques, c'est probablement la plus florissante actuellement, en grande partie, parce que c'est là que s'élaborent les sujets de DELF et de DALF. Et aussi, évidemment, parce que c'est un très beau centre à Saint-Cloud, là, dans l'ancienne ENS de Saint-Cloud, si je ne m'abuse. Vous le visiterez peut-être dans le cours métier des langues. Enfin, je l'avais fait visiter à mes étudiants dans le cours métier des langues il y a quelques années. Peut-être que vous aurez l'occasion de le faire. Donc c'est un endroit où on forme des enseignants dont beaucoup viennent de pays étrangers. Et c'est aussi l'endroit donc, où on élabore les sujets du DELF. Et vu l'importance qu'a pris le DELF, c'est devenu énorme. Hein. Voilà, donc une petite idée sur l'évolution du français langue étrangère, le lien entre politique, donc politique ici décoloniale, mais en même temps avec cette idée de faire perdurer la francophonie au-delà des frontières de l'Hexagone, hein, évidemment. Évolution des pratiques en fait entre une prise d'importance du domaine universitaire, du domaine formation d'enseignants par rapport au domaine coopération directe, donc bon, on en reparlera, hein, mais on appelait avant toute cette coopération, donc on envoyait des enseignants dans toute une série de pays, beaucoup en Afrique évidemment, pour enseigner directement sur le terrain. On appelait ça de la coopération de substitution. Maintenant, on essaye de ne plus faire ce genre de coopération, aussi pour des raisons budgétaires évidemment, mais également pour des raisons en fait de construction en fait de capacité, en fait, de capacity building, on dirait en anglais, construction des capacités des gens locaux, hein, qui soient capables d'enseigner le français, etc. Et on voit d'ailleurs des choses assez impressionnantes. Hein. Quand j'étais en Mauritanie, en fait, sont par exemple arrivés au CREL, Centre de renforcement de l'enseignement des langues, donc mauritanien, dans l'université de Nouakchott. Moi, j'étais là pour, bon, évidemment, aider à restructurer le CREL et puis former les enseignants, travailler sur leur site web et ainsi de suite. Donc, on a vu arriver des coopérants marocains qui venaient enseigner le français en Mauritanie. Donc, je veux dire, on peut avoir aussi, évidemment, une coopération multilatérale avec des francophones de plusieurs pays. C'est ce qui va arriver certainement de plus en plus. Voilà, donc on va regarder maintenant, on va repasser maintenant vers le côté européen en fait, puisqu'évidemment là on était encore sur des questions France, la France et ses rapports avec ses anciennes colonies. Après on voit que la France va de plus en plus s'intégrer à l'intérieur de l'Europe et donc suivre les directives et travailler avec les instruments du Conseil de l'Europe. Donc le premier en 1976, niveau seuil, vous voyez que l'histoire va très très vite, hein, en quelques dizaines d'années en fait, on change de perspective et on change aussi d'aire géographique. Donc la France va se mettre à travailler avec les outils du Conseil de l'Europe, donc à niveau seuil en 76, puis ensuite le cadre européen commun de référence et actuellement la nouvelle version du cadre européen de référence. Tout ça, en fait, avec les idées qu'on retrouvait dans la division des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe. Voilà, donc vous allez retrouver sur la chaîne YouTube
Ce speech de Johanna Pentier, donc de la division des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe. Alors l'introduction en anglais, donc là je l'ai sauté, enfin c'est juste des mots de bienvenue, c'est pas du tout l'essentiel. Donc si vous étiez arrêté à ça, dépassez l'introduction en anglais et écoutez donc toute la partie en français qu'on va écouter maintenant et qu'on va commenter très très bientôt. Donc, comme je vous le disais, donc on passe à une autre dimension, en fait, donc la dimension européenne. Là, c'est intéressant évidemment de voir comment fonctionne en fait ce type d'instance. Donc, comme je vous le disais, il y a quelques regroupements comme ça d'ensemble de pays qui seront intéressants à observer, qui ont plus ou moins, ça dépend des regroupements, plus ou moins d'intérêt pour le côté éducatif et linguistique. Je vous disais donc l'ASEAN, donc, qui est d'abord une communauté économique des États d'Asie du Sud-Est, commence à s'intéresser de près en fait au système Erasmus par exemple, pour organiser des échanges d'étudiants entre les pays de la région donc Asie du Sud-Est. L'ALENA, donc en Amérique du Sud, est pour l'instant beaucoup plus uniquement un accord économique, un accord d'échange économique. Mais évidemment, une fois que l'économie est prospère, eh bien, souvent on se met à se préoccuper justement de la faire perdurer, de la rendre plus confortable d'une certaine façon, en ayant aussi un volet éducatif, etc. Bon, évidemment, en Europe, c'est arrivé assez tôt, hein, puisque vous allez voir, Johanna Pentier parle de la division des politiques linguistiques qui a une cinquantaine d'années déjà, donc, mais dont on voit les travaux, en fait, on voit le résultat des travaux depuis les années 70-80 plutôt. Donc oui, 80, donc bon, ça ferait 40 ans à peu près qu'on voit les résultats des travaux de la division des politiques linguistiques. Bon, la partie qui nous intéresse le plus étant évidemment ce guide sur lequel on va revenir dans les temps qui viennent. Donc écoutons. Waldek asked me to speak on le travail de soutien du Conseil de l'Europe dans le domaine des langues et pour l'éducation. Par contre, il m'a présenté ici à l'instant en disant que j'étais ici pour vous parler du travail de la division des politiques linguistiques. Ce que je vais effectivement faire davantage, parce que c'est ce domaine, le travail de la division que je connais mieux que n'importe quoi d'autre, mais en essayant de placer cela dans le contexte plus général du travail du Conseil. Nous avons 3 entités au Conseil entièrement consacrées aux langues. La division des politiques linguistiques, donc, où je travaille, et qui a fêté l'année dernière ses 50 ans, avec une grosse conférence à Genève, où nous avons soufflé nos 50 bougies. Le Centre européen pour les langues vivantes, donc créé il y a maintenant 16 ans. Et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui a été ouvert à la signature en 92, entrée en vigueur, je crois, en 98. Mais je voudrais quand même faire une distinction entre le rôle de la Charte et les 2 autres entités, dans la mesure où la Charte est d'abord un instrument juridique et qu'elle est là surtout pour défendre les langues en tant que telles et en tant que patrimoine culturel de l'Europe. Or, alors que la division et le CELV travaillent essentiellement dans le domaine de l'éducation. Évidemment, on ne peut pas faire une division claire et nette entre les langues comme culture et les langues pour l'éducation dans l'éducation, mais disons que nos travaux essentiellement portent sur le domaine éducatif. Et les objectifs du Conseil de l'Europe dans le domaine des langues sont définis par un certain nombre de textes, et je crois que si vous avez gardé la feuille que vous a distribuée Madame Anne Brasseur ici à l'ouverture le jeudi, vous pouvez très utilement aller consulter tous ces textes qui émanent de l'Assemblée parlementaire du Comité des ministres pour préciser la politique linguistique du Conseil de l'Europe. Mais disons qu'ils sont plus clairement inscrits et très clairement inscrits dans la Convention culturelle, et dans ce texte de Madame Brasseur, il y a l'article 2 cité en toutes lettres,
Cet article dit en essence que les États signataires et tous les 47 États membres du Conseil de l'Europe, plus 3 autres, ont signé cette convention culturelle européenne. Les États membres s'engagent à promouvoir leur propre langue dans les autres États membres et faire en sorte que les langues des autres États membres du Conseil de l'Europe soient enseignées dans leurs États membres. Il faut se souvenir que le Conseil de l'Europe a été créé tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, 4 années après la Seconde Guerre mondiale, et qu'avec cette convention culturelle ouverte à la signature en 1954, l'un des objectifs était vraiment faire en sorte que les Européens puissent mieux communiquer entre eux pour éviter ces guerres à répétition. Donc, à l'intérieur de cette convention culturelle, le rôle des langues, des programmes de langue était vraiment d'assurer que les citoyens européens acquièrent des compétences communicatives en langues étrangères, les langues les uns des autres, pour une meilleure communication entre eux, et pas seulement pour une culture personnelle, mais pour faire de ces citoyens des véritables apprenants comme acteurs sociaux de nos sociétés démocratiques. Avec l'évolution de nos sociétés, nous avons évidemment pendant ces années commencé à apprendre de plus en plus les langues les uns des autres, c'est-à-dire, je pense que dans le passé, les gens apprenaient aussi les langues les uns des autres, mais c'était réservé plutôt aux élites. À partir des années 50, ça a été quand même très largement démocratisé, et nos citoyens, plus ils sont jeunes, plus ils parlent des langues étrangères. Mais nous avons aussi, avec cette démocratisation, eu de plus en plus d'élèves dans les systèmes éducatifs, et les enseignants ont dû faire face à un éventail d'élèves de plus en plus large et différencié, et se sont donc confrontés à un certain nombre de problèmes d'exclusion sociale déjà par l'échec scolaire. Et donc, les gouvernements des États membres, quand ils se sont réunis en 2005, lors du 3e sommet du Conseil de l'Europe, ont vraiment assigné au département éducation du Conseil de l'Europe le rôle de faire en sorte que l'éducation devienne de plus en plus de qualité pour faire en sorte que tous les élèves y aient accès et ne rentrent pas dans la spirale d'échec, dans l'exclusion sociale. Donc, mettre l'éducation au service de la cohésion sociale. Nous nous sommes alors penchés sur nos travaux jusqu'à présent, en 2005. Qu'avions-nous fait jusqu'à là? Dans quelle mesure allions-nous répondre à ces nouveaux objectifs qui nous étaient fixés par nos chefs de gouvernement et d'État? Les langues étrangères sont toujours un objectif. Évidemment, dans ce monde globalisé, nous ne pourrions pas faire sans ces compétences en langues étrangères. Mais pour éviter cet échec scolaire, pour garantir à tous l'accès à cette éducation de qualité, pour assurer l'équité en éducation, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument nous pencher plus en avant sur les langues de scolarisation. Et donc, pour être bien clair sur la terminologie, par langue de scolarisation, nous entendons cette langue principale d'utilisation dans les salles de classe. La langue, quelquefois 2 langues, éventuellement 3, mais en général, il y a la grande langue nationale qui est utilisée dans les écoles pour apprendre l'histoire, la géographie, la philosophie, le maths et même pour faire du sport. Cette langue-là n'est pas toujours suffisamment maîtrisée avec ce que nous appelons la dimension académique pour que les élèves puissent tous réussir. Donc, nous nous sommes vraiment donnés comme mission dans les prochaines années de nous pencher très sérieusement sur le domaine des langues de scolarisation en nous basant évidemment sur tous les acquis dans le domaine des langues étrangères. Et vous voyez sur ce schéma qui constitue notre plateforme de ressources et références pour une éducation plurilingue et interculturelle, plusieurs boîtes. L'apprenant, il est tout en haut, parce que c'est toujours notre porte d'entrée, notre porte de sortie, c'est le centrage de tous nos travaux. Mais
directement liées à l'étudiant, les langues de scolarisation. Et pour cela, nous avons deux projets distincts. L'un, à droite, c'est les langues des autres matières, c'est-à-dire les langues utilisées pour l'apprentissage des autres matières dites, soi-disant, non linguistiques. Comment peut-on apprendre une matière sans passer par les langues? Donc elles sont soi-disant non linguistiques. Et un autre projet qui concerne vraiment les langues comme matière, c'est-à-dire les classes de langues. Là, on apprend la grammaire, le lexique, la syntaxe et la littérature. Donc il y a des projets distincts. Il y a aussi la boîte langue régionale minoritaire et de la migration, dans lesquelles nous avons aussi un certain nombre de travaux, surtout en coopération aussi avec nos collègues de la Charte des langues régionales et minoritaires et la Convention cadre pour les minorités nationales. Il sera intéressant chez vous après, quand vous irez sur notre site, de bien étudier les flèches qui sont là. Elles ont toute une signification, mais je n'ai pas le temps ici de rentrer dans la signification de toutes ces flèches. En bas, il y a une boîte jaune, détachée du reste, mais à la base de tout le reste, avec des textes très intéressants de réflexion sur l'utilité et l'usage de descripteurs de compétences en langue, sur l'utilité, mais aussi les limites de ces descripteurs. Et je vous incite très fortement à aller lire ces textes pour mettre tout ça en contexte. Comme je disais, donc, notre travail actuellement est centré sur les langues de scolarisation, parce que sans une maîtrise adéquate de la langue de scolarisation, on n'est pas préparé pour faire face à tous les défis scolaires, et on en a besoin pour la cohésion sociale. Quelques principes à la base de cela, et je pense que c'est tout à fait en accord avec le discours de professeur Jim Cummins hier. Quelques principes sur lesquels nous nous basons vraiment. Toute construction de connaissances passe par un travail langagier. Cela est très évident dans des matières comme l'histoire et la philosophie, par exemple. On s'imagine mal apprendre l'histoire sans passer par les langues, mais même dans des matières comme les maths ou la physique, par exemple, rien ne peut se concevoir dans nos esprits sans passer par les langues. Il faut qu'on soit capable de formaliser nos concepts pour que les choses prennent forme et que nos capacités cognitives évoluent. Et l'autre principe, tout apprentissage se fait à partir des connaissances et des aptitudes déjà acquises. Et personne n'arrive à l'école, même à l'âge de 3 ans, complètement bébé, complètement vierge de tout apprentissage. Nous avons tous déjà nos acquis et il faut prendre tout cela en considération. Et toutes ces connaissances, toutes ces aptitudes sont encodées dans une langue, des fois en plusieurs langues. Il y a de plus en plus d'enfants qui grandissent avec 2 ou 3 langues. On ne sait plus trop ce que c'est qu'une langue maternelle, souvent. En tout cas, pour assurer à tous les mêmes chances, pour être équitable en éducation, il faut prendre en considération ce fait que toutes ces connaissances, toutes ces aptitudes sont encodées dans une langue et ne pas partir du principe que tout le monde a encodé toutes ces connaissances, toutes ces aptitudes dans la même grande langue de scolarisation. Nous nous sommes donc attachés pour l'instant à essayer de décrire les compétences en langue de scolarisation nécessaires à l'apprentissage des différentes disciplines. Nous nous basons évidemment sur l'expérience dans le domaine des langues étrangères. Tous les can-do descriptors du cadre européen commun de référence sont basés sur des longs travaux sur ce que c'est qu'une compétence en langue. Tout cela, c'est donc un domaine dans lequel nous avons de l'expérience et qui est certainement très utile, mais les langues de scolarisation demandent un côté académique, entre guillemets, qui n'est pas forcément pris en compte, tout au moins dans les premiers niveaux du cadre européen commun de référence. Donc, il faut davantage explorer ce niveau académique dans les langues de scolarisation. L'objectif est de créer une banque de descripteurs. Loin de nous l'idée pour l'instant d'arriver à une échelle de compétences en langue au niveau européen. Ça a déjà été très difficile
pour les langues étrangères. Et nous voyons que même pour les langues étrangères, ces descripteurs ont toujours besoin d'être contextualisés. Au niveau des langues de scolarisation, tellement ancrées dans les cultures nationales et dans les cultures éducatives nationales, il serait très difficile d'obtenir dans un proche avenir, tout au moins, une échelle de descripteurs de compétences en langue de scolarisation. Mais il est indispensable pour nos systèmes éducatifs, si on veut leur assurer une qualité de plus en plus grande, que ces compétences soient décrites de forme claire et explicite pour que les uns et les autres puissent se référer à des objectifs clairs à atteindre et ensuite faire l'évaluation en conséquence. Nous avons alors produit au niveau de la division des politiques linguistiques un certain nombre d'outils qui ont été présentés déjà pour un certain nombre d'entre eux en novembre l'année dernière à Genève, c'est-à-dire des démarches, des procédures pour partir des objectifs que l'on veut assigner à l'enseignement de telle ou telle matière. Par exemple, quels sont les objectifs pour l'enseignement de l'histoire? Quelles sont les valeurs que l'on veut transmettre à nos apprenants? À partir de ces valeurs, quelles sont les activités que nous allons exercer dans les salles de classe? Et à partir de ces activités, quelles sont les activités langagières dont on a besoin pour activer les compétences en langue de ces apprenants? Nous avons un outil à un niveau plus abstrait pour toutes les disciplines, ensuite des outils plus spécifiques pour la discipline histoire, discipline sciences, discipline littérature et bientôt aussi pour les mathématiques. Donc je vous invite à découvrir ces outils sur notre site internet. C'est surtout pour ceux qui sont en charge de l'élaboration de programmes scolaires ou de curriculum. Ensuite, nous avons soutenu un projet des pays germanophones, vraiment à l'initiative de l'Allemagne avec l'Autriche, la Suisse et le Luxembourg. Même avant qu'on ne mette ces outils en ligne, ces pays avaient commencé à analyser les curriculums de 5 ou 6 länder en Allemagne, de la Suisse, Luxembourg et Autriche, pour voir dans quelle mesure la dimension langagière était déjà explicitement décrite dans les différentes disciplines. C'est un projet de grande envergure, ils ont eu énormément de travail, nous avons été heureux de pouvoir au moins financer un certain nombre de réunions. Un certain nombre de produits sont déjà disponibles sur notre site, d'autres le seront prochainement, et nous sommes vraiment très reconnaissants à ces pays membres d'avoir mené ce travail. Ils sont en quelque sorte notre locomotive. C'est la Norvège qui nous permet aussi d'alimenter cette locomotive, parce que sans la contribution spéciale de la Norvège, je pense qu'un certain nombre d'initiatives n'auraient pas lieu, nous ne serions pas en mesure de les financer. Et la Norvège, en plus de ce soutien financier, nous soutient aussi très fort intellectuellement et moralement, puisque au niveau du ministère, ils sont aussi en Norvège, ils sont aussi en train d'analyser et expliciter très largement la dimension langagière des différents curriculums des disciplines. Ensuite, nous prévoyons des séminaires avec des nombres limités d'États membres pour essayer d'être aussi pratiques que possible. Donc nous aurons un séminaire au mois de mai l'année prochaine, par exemple avec les pays qui sont déjà fortement engagés, les pays germanophones, un certain nombre d'autres pays, pour ensuite élargir ce travail à l'ensemble de nos États membres. L'objectif est vraiment échange d'expériences, de travail déjà fait pour une mise en commun sur notre plateforme de référence. Un autre projet concerne les apprenants en difficulté, puisque les apprenants en difficulté nous mettent le nez vraiment sur ce qui ne fonctionne pas bien dans nos systèmes éducatifs. Évidemment, une éducation de qualité est le droit de tous nos apprenants. Nos systèmes éducatifs se doivent de fournir une éducation de qualité, mais c'est souvent les apprenants en difficulté
qui mettent en lumière tout ce qui ne fonctionne pas bien. Donc c'est surtout pour les apprenants en difficulté, les apprenants en difficulté nous mettent cela en lumière. C'est pour eux que nous devons travailler peut-être davantage, mais nous travaillons pour tous. C'est vraiment définir les compétences en langue de scolarisation pour tous, avec un souci spécial pour ceux qui ont plus de difficultés. Et je voudrais souligner ici ce que nous essayons de faire à chaque fois, souligner que les élèves issus de l'immigration ne sont qu'un groupe potentiellement vulnérable. Ils ont, comme nous disait, je ne sais pas si c'était Jim Cummins hier, ou d'autres aussi, ces élèves-là viennent à l'école avec un bagage comme les autres. Ils ont peut-être moins de compétences dans la langue de scolarisation, mais ils ont en gros les mêmes compétences que les autres élèves qui arrivent à l'âge de 3 ans. Ils ont donc un autre bagage, ils doivent acquérir quelque chose de plus, mais ils ne sont pas handicapés, ils ne sont pas moins bons que les autres. Il nous revient à nous de faire en sorte qu'ils puissent réussir aussi bien à l'école que les autres en les soutenant peut-être un peu davantage. À la demande des États membres, nous avons quand même élaboré un guide pour le développement et la mise en œuvre de politiques linguistiques pour l'intégration d'enfants et adolescents issus de l'immigration. Mais ce guide, comme tous nos autres documents, souligne une fois de plus que si nous mettons l'accent sur les élèves de l'immigration, issus de l'immigration, c'est simplement parce qu'eux, ils mettent en lumière tout ce qu'il nous faudra faire pour que tout le monde puisse réussir à l'école. Avec ces guides, nous avons un certain nombre d'outils pratiques, comme par exemple sur le diagnostic de compétences en langue, à l'arrivée de ces élèves à l'école et pendant toute leur scolarité. Et il est vraiment souligné dans ce document qu'il est extrêmement important de continuer à évaluer les compétences en langue de scolarisation et ne pas assumer une fois pour toutes que ces compétences sont acquises. Il y a d'autres outils pour soutenir les enseignants et d'autres professionnels, les parents, tous les réseaux, etc. Nous aurons les 7 et 8 mars l'année prochaine une conférence sur cette thématique et nous enverrons bientôt une lettre à nos délégués au comité directeur de l'éducation pour nous demander d'envoyer des personnes responsables dans nos États membres pour venir à cette conférence. Mais à Genève, on nous a quand même signalé que la plus grande préoccupation, la priorité de nos États membres était les convergences curriculaires. Nous avons aussi présenté à Genève un guide pour l'élaboration, pour le développement des curriculums pour une éducation plurilingue et interculturelle. Et les États membres ont été extrêmement intéressés par ce document. Je pense qu'en premier lieu, ceux responsables pour les curriculums pour les langues étrangères, car grâce au cadre européen commun de référence, il y a déjà énormément de pays qui ont revu leur curriculum pour les langues étrangères en fonction du cadre de référence. Donc il y a énormément de similitudes entre ces différents curriculums, mais il y a quand même encore dans la mise en œuvre beaucoup d'enseignants qui travaillent séparément dans les différents systèmes scolaires et il s'agit vraiment de faire en sorte qu'il y ait une plus grande convergence même entre les langues étrangères. Mais notre objectif dans ce guide est d'articuler aussi les curriculums pour les langues étrangères avec les langues minoritaires, les langues régionales, les langues de la migration et, si possible aussi, mais on sait que ce ne sera pas la première étape, avec la langue majeure de scolarisation. C'est vraiment faire en sorte qu'il y ait une approche globale de la politique linguistique dans nos ministères, dans nos curriculums, et du niveau macro, donc les curriculums tels qu'élaborés par les ministères au niveau national ou régional, en fonction des pays, jusqu'au niveau nano, c'est-à-dire dans les salles de classe, les professeurs et les élèves. L'objectif étant vraiment de faire des économies dans les apprentissages, dans les stratégies d'apprentissage, tant pour les apprenants que pour les enseignants et pour le système éducatif en général. Donc nous avons ce guide et la première initiative après la conférence de Genève
a été de demander au comité directeur de l'éducation de nous nommer des personnes dans les ministères, dans les départements, des fois des instituts plus ou moins indépendants ou des fois des départements dans les ministères responsables des curriculums. Et pas uniquement des curriculums de langue, aussi des curriculums d'histoire, géographie, maths et tout le reste, pour que nous puissions travailler très directement au niveau des curriculums et essayer d'expliciter très explicitement la dimension langagière de tous les apprentissages. Nous aurons un premier séminaire avec 10 pays, les 29 et 30 novembre cette année, pour essayer de voir très concrètement ce qui a déjà été fait. Et nous espérons l'année prochaine organiser 2 autres séminaires avec d'autres pays pour essayer vraiment d'avancer dans ce domaine de convergence curriculaire. Mais les langues étrangères, évidemment, comme je disais, ça reste dans nos objectifs. Et de toute façon, nous sommes rattrapés, ou en quelque sorte victimes du succès du cadre européen commun de référence et du portfolio européen des langues. Nous continuons à travailler dans ce domaine. Nous venons de publier un dernier manuel encore pour aider les examinateurs à utiliser le cadre européen de référence. Il y a différentes études. Il y en a une qui va être publiée, je ne sais pas encore, peut-être plutôt l'année prochaine, sur l'impact éducatif et l'impact politique de l'utilisation du cadre à travers le monde, sur différents continents. C'est vraiment une étude très intéressante. Et si nous avons déjà beaucoup de matériel illustratif, nous continuons à en produire. Une autre activité très importante est la description des niveaux de référence pour des langues spécifiques. Beaucoup d'entre vous connaissez peut-être déjà le profil Deutsch. Il y a le English Profile qui est en cours de route. Il y a les descripteurs de compétences pour le français, pour le tchèque, pour le grec, pour le portugais, pour un certain nombre d'autres langues en cours. Et ceux qui veulent s'y lancer peuvent prendre contact avec nous. Évidemment, le travail se fait langue par langue et avec des spécialistes nationaux, mais nous sommes là pour vous orienter dans les premières démarches de ce travail si vous le souhaitez. Au niveau européen et international, nous coopérons avec la Commission européenne principalement pour l'indicateur de compétences linguistiques dont Teresa Condesu nous a parlé avant-hier. Nous faisons partie du advisory board de cet indicateur puisqu'il est basé sur notre cadre de référence. Et un travail assez intéressant, assez récent, même s'il n'y a que des premières prises de contact, vient à l'initiative des Américains. Et ça, j'attire l'attention de Michel Candelier, s'il est dans la salle, qui se questionnait sur la coopération entre les deux côtés de l'Atlantique. C'est un peu provocatif ce que j'ai mis là, mise en relation des standards. C'était effectivement le point d'entrée des Américains, mais le cadre de référence nous permet effectivement de travailler très activement avec ACTFL, l'American Council for Teaching of Foreign Languages, qui ont leurs standards, leurs guidelines, et ensemble nous essayons de progresser pour voir les liens pour, par exemple, définir ce que c'est que la compétence en langues étrangères, etc. Donc il y a une vraie coopération grâce à un langage commun offert par le cadre de référence, par ACTFL, etc. Donc il y a une vraie coopération de ce côté-là aussi. Je voulais surtout encore signaler le nouveau portail pour le portfolio européen des langues. Je vous invite très fortement à copier cette adresse que vous connaissiez probablement déjà. Il suffit de taper ça pour tomber sur un portail commun avec 2 entrées, l'une menant vers le travail à la division des politiques, l'autre au travail au CELV. Disons qu'à la division des politiques linguistiques, il y a toujours l'historique, le début du portfolio, les textes de référence, les portfolios validés et surtout les nouvelles procédures pour enregistrement en ligne de nouveaux modèles de portfolio, puisque nous n'avons plus le comité de validation. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de cela, mais vous trouverez tout ça sur le site. Et si vous voulez en savoir plus, surtout sur le côté du CELV, allez tout de suite à 9h30 dans l'atelier de David Little et vous montrera ce qui a été fait au CELV, tout le matériel déjà disponible grâce aux ateliers ici au CELV pour cela.
Dans le domaine du dialogue et des compétences interculturelles, nous continuons le travail autour de l'autobiographie des rencontres interculturelles. Il y a d'autres traductions en cours. Il y a un nouveau modèle en cours d'élaboration qui concerne les rencontres par le biais des médias visuels, parce que même sans rencontrer des personnes d'autres cultures en face à face, souvent nous nous formons des images d'autrui à travers les médias, surtout les médias visuels. Et puis, la diffusion de l'autobiographie se fait grâce à un certain nombre d'activités ici au CELV, au Centre Vergeland, grâce à nos stages Pestalozzi, etc. Dans le domaine des langues régionales ou minoritaires, nous avions élaboré le cadre curriculaire et des portfolios pour la langue romanie, dont Valdec et Uli nous ont parlé hier. Et évidemment, ces langues font partie de notre guide et de nos activités pour les convergences curriculaires, parce que dans ce guide, il y a aussi des scénarios, par exemple, pour articulation entre les langues majeures de scolarisation et les langues minoritaires ou régionales, par exemple. Et nous travaillons donc aussi avec la charte, parce que même si je disais que la charte est concernée surtout par les langues elles-mêmes en tant que patrimoine culturel, il y a là-dedans un article, l'article 8, qui concerne directement l'éducation, parce qu'il est évident que si les parents, les grands-parents, les familles sont essentiels pour la survie des langues régionales ou minoritaires, le système éducatif est vraiment une prérogative pour que ces langues survivent. Donc, quand nos collègues de la charte vont dans les pays et voient qu'il y a un certain nombre de difficultés concernant les langues régionales ou minoritaires, ils se tournent vers vous pour voir dans quelle mesure, et vers le CELV, il y a des outils pour aider ces pays dans ce domaine-là, et cela vaut aussi pour la Convention cadre pour les minorités nationales. Un dernier projet que je voulais mentionner est en dehors des systèmes éducatifs cette fois-ci. Ça concerne les adultes migrants, parce que le Conseil de l'Europe est essentiellement la maison des droits de l'homme, de la démocratie, l'état des droits, et a donc une unité pour la coordination concernant les migrations. Et comme dans ce domaine-là, nous avons vu que de plus en plus d'États membres utilisaient le cadre européen commun de référence pour la formation des migrants nouvellement arrivés ou sur le point d'immigrer vers l'Europe ou déjà en place, mais aussi pour les tester dans leurs compétences dans la langue du pays hôte, nous avons voulu vraiment regarder ça de plus près pour nous assurer que si notre matériel est utilisé, qu'il le soit à bon escient, qu'il soit là au service de tous ces migrants, de toutes ces personnes, et pas pour les exclure de nos sociétés. Et dans le contexte de ce projet, nous avons déjà publié un grand nombre de textes. Il y a par exemple un recueil des textes officiels du Conseil de l'Europe. Il y a un document d'orientation politique pour les différents ministères, parce qu'il y a beaucoup de ministères concernés. Il y a des études thématiques, des enquêtes qui ont été faites et des résultats analysés, des études de cas, etc. Nous avons déjà eu 2 conférences intergouvernementales, comme je disais, avec plusieurs ministères, parce que le ministère de l'Éducation est loin d'être le premier concerné. Et nous travaillons dans ce domaine aussi avec la Commission européenne et avec l'OCDE. Là, je voudrais ne pas prendre trop de temps là-dessus, parce que vous devez aller dans les ateliers, mais comme je disais, nos travaux sont évidemment essentiels pour cette nouvelle tâche qui a été assignée au département éducation, faire en sorte que l'éducation soit vraiment de qualité pour tous nos élèves dans tous nos États membres. Il est évident que sans les compétences nécessaires en langue, les élèves ne peuvent pas avoir accès à cette éducation de qualité. Et nous voulons assurer l'équité dans l'éducation. Et donc, pour qu'il y ait équité, il faut qu'on prenne en compte tout le bagage pluriel avec lequel les élèves arrivent à l'école, et donc faire l'enseignement des langues dans un objectif d'éducation plurilingue et interculturelle.
Pour finir, juste un dernier slide pour dire que si notre travail à la division des politiques linguistiques se concentre surtout au niveau des curriculums et des politiques linguistiques éducatives en général, nous dépendons très largement du travail au CELV pour mettre ce travail au service des professionnels et de celui qui est au centre de tout, l'apprenant. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, nous travaillons en grande complémentarité. J'ai encore un certain nombre d'autres slides que je ne vais plus passer maintenant, mais où je essayais de montrer quels étaient les projets du CELV jusqu'à présent, qui sont déjà en lien direct avec tout ce que nous faisons, nous, à la division des politiques linguistiques. Mais nous sommes tous d'accord, au centre de tous, notre objectif ultime, c'est l'apprenant et l'éducation de qualité auquel il a droit. Merci. Un petit commentaire donc sur cette vidéo en fait qui est très très riche. Il y a beaucoup de choses en fait que nous explique un peu le fonctionnement de la division des politiques linguistiques et le fonctionnement plus général en fait ou l'idéologie en fait que peut avoir le Conseil de l'Europe concernant les langues. Vous voyez qu'un des grands mots en fait qui reste derrière tous ces projets-là, c'est l'idée de la cohésion européenne en fait. Donc d'une part, en fait, intégrer les langues européennes et les langues minoritaires pour que tout le monde se sente reconnu en fait et qu'on ait cette espèce de plurilinguisme qui prenne une certaine valeur à l'intérieur du cadre européen. Donc ça va dans le sens de la cohésion européenne. De même, vous voyez qu'en fait, les problèmes qui se posent ne sont pas tout à fait les mêmes dans les années 70 et maintenant, en fait. Entre les années 50, 70 et les années actuelles, en fait, il y a eu une énorme massification du système éducatif. Donc ça veut dire que tout le monde va accéder au niveau du bac, voire au niveau des études supérieures. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on soit avant dans un système sélectif, en fait, où les élèves étaient orientés vers des voies professionnelles, enfin les élèves qui n'avaient pas forcément les aptitudes pour faire des longues études, comme on pensait à l'époque, étaient orientés vers des voies professionnelles, mais on trouvait quand même une place dans la société suffisamment reconnue, etc. Là, maintenant, c'est un peu différent, parce qu'il y a une montée de qualification, évidemment, des travaux du travail, peut-être une plus forte compétitivité aussi pour accéder au marché du travail entretenu par le mode de société dans lequel on vit. Hein. Je veux dire, c'est pas, tout ça n'est pas neutre, hein, je veux dire, et ça correspond à des choix politiques et à des choix économiques en général. Donc vous avez toutes ces questions-là qui se posent, et dans la massification, donc, l'Europe et les États, enfin tous les États européens vont se trouver avec des questions d'échec scolaire à régler et donc d'intégration aussi pour la cohésion sociale. Il faut intégrer les élèves et leur donner des chemins de réussite en fait. Donc on est dans une perspective assez différente de celle des années 70. Donc clairement là le travail en fait est très, c'est ce que Calvet dira, politico-linguistiquement correct, c'est-à-dire que d'une part, on défend toutes les langues à l'intérieur de l'Europe, donc les langues européennes, les langues de scolarisation, les langues minoritaires, les langues de l'immigration. Il y a toute une série de types de langues qui seront dans des dynamiques un peu différentes à l'intérieur de l'Europe, mais on essaye de toutes les défendre et de toutes les reconnaître. Calvet nous dira, dans des choses qu'on va écouter un peu plus loin, que finalement cette logique politico-linguistiquement correcte n'est pas forcément réaliste du tout. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que les langues, évidemment, ont des destinées particulières. On ne peut pas les mettre toutes sur un pied d'égalité et leur donner rigoureusement à toutes le même traitement. Je veux dire, on peut bien sûr essayer de préserver les langues qui seront le plus en difficulté, de les recueillir, etc. Mais ce n'est pas forcément leur vocation de départ, en fait. Donc ça, on en reparlera, parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être un peu choquantes par rapport au discours politico-linguistiquement correct dans lequel on a vécu pendant très longtemps. De même, le discours éducatif, ici, vous voyez qu'il y a des changements, en fait, puisqu'on est dans cette volonté, en fait, de mettre l'éducation au service de la cohésion sociale, hein, comme le dit Johanna Pentier, et donc de travailler sur les langues de scolarisation, parce qu'on suppose aussi que la maîtrise des langues de scolarisation est évidemment une des conditions de la réussite scolaire, et donc de l'intégration de tous, et donc de la cohésion sociale.
Vous voyez que c'est très très politique, évidemment, et c'est le type de discours qu'on va retrouver après, venant en fait un peu du Conseil de l'Europe et de cette idéologie européenne qu'on va retrouver dans les différents pays et dans les différentes institutions scolaires. Donc travail sur la langue de scolarisation, travail sur les curriculums. Vous voyez que c'est très très riche, hein. En fait, il y a beaucoup beaucoup de choses dans ce discours de Johanna Pentier, beaucoup de choses qu'on peut interroger en fait sur le plan de leur pertinence en fait théorique ou sur le plan de de leurs résultats, enfin, ou de leur possibilité de mise en œuvre dans le réel. Voilà, je ne vais pas être trop long parce que c'est déjà une vidéo assez longue. Donc vous voyez que là, on a touché à deux choses qui se croisent, hein, qui sont assez passionnantes. En fait, on est dans un moment passionnant dans cette fin des années 50, début des années 60, puisqu'on a à la fois les décolonisations, donc voulues d'ailleurs par les anciens colonisateurs. Hein, vous avez vu ce qu'on a dit sur le français fondamental. Là, l'idée pour les anciens colonisateurs, donc de faire perdurer l'importance de leur langue dans leurs anciennes colonies à travers des idées comme celle de la francophonie, donc toutes les X-phonies qui vont viser en fait à faire perdurer l'usage, bon, en ce qui concerne la francophonie, évidemment l'usage du français dans les anciennes colonies françaises, mais porté en même temps par des chefs d'État indépendants comme Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Habib Bourguiba. Voilà, vous avez donc tous ces chefs d'État, Norodom Sihanouk, vous avez tous ces chefs d'État en fait qui vont porter une volonté de continuité à l'intérieur de la langue des anciens colonisateurs, parce qu'ils ont été formés dans ces langues-là et parce qu'elles leur paraissent à ce moment-là probablement les langues internationales qui vont avoir une certaine valeur sur le marché éducatif et pour les échanges internationaux. Donc c'est un moment assez étonnant où on a ces décolonisations, une ouverture sur les langues des anciens colonisateurs et la Constitution, un peu après en fait, avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est concomitant, hein, vraiment, la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, la création de l'Europe dans les années 50, la déclaration, enfin la Convention culturelle européenne en 54, donc c'est même avant les décolonisations en fait, on constitue ces grands ensembles en fait interétatiques qui vont dessiner un peu une partie du futur. Alors là, évidemment, bon, comme je vous le disais, en fait, la constitution de l'Europe, elle se fait pour en finir avec les guerres mondiales à l'intérieur de l'espace européen. On en a fini aussi peut-être avec, on espère aussi peut-être en avoir fini avec les guerres coloniales ou les luttes pour les décolonisations. Donc on espère avancer vers une étape pacifiée, en fait, vous voyez, et une étape d'intégration en fait. On est plus on est dans une perspective différente, une perspective à la fois de construction de la prospérité économique et de construction de la cohésion des grands ensembles interétatiques, donc comme l'Europe, et plus tard, après, comme d'autres ensembles qui vont prendre un peu pour modèle cette construction européenne. C'est vraiment un moment politiquement très très intéressant.